Alors, Nicolas Gravy et Astrid Poulain, comment vous réagissez justement à cette question d'intégration des nouveaux acteurs? Donc, comment vous les intégrez dans la fabrique de vos projets? Et de manière corollaire, il y a une autre question, c'est peut-être quelle devient l'échelle pertinente du projet pour intégrer tous ces nouveaux acteurs. C'est-à-dire que traditionnellement, encore une fois, le promoteur, il intervenait plutôt à l'échelle de la parcelle. Vous avez cité tout à l'heure les macrolots. L'îlot à l'Ars, c'est 2,5 hectares sauf erreur. Et juste à côté, il y a une opération de Bouygues Immobilier et de Bouygues Construction qui s'appelle XXL et qui fait 14 hectares. Alors la question que je voudrais vous poser à tous les deux, les acteurs plus classiques, c'est quelle est aujourd'hui la bonne échelle pour justement penser l'intégration de ces nouveaux acteurs, penser la possibilité ensuite de pluguer des usages. Est-ce que c'est la parcelle ou est-ce que c'est effectivement des très grands lots? Astrid, je dirais que pour vous, quand vous consultez des opérateurs aujourd'hui, à quelle échelle vous pensez qu'il faut le faire? Je pense qu'il n'y a pas de règles et il n'y a pas de modèle type aujourd'hui en matière d'aménagement. On voit bien par la multiplicité des acteurs aujourd'hui. Donc c'est plutôt le contexte dans lequel on s'inscrit qui va définir la conception du projet. Voilà. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on tente de faire, définir des nouveaux modes de fabrique de la ville, avec comment on peut construire ces partenariats. Donc c'est vraiment nos questions. Et comme l'a très bien dit Madame, on se retrouve face à une multiplicité de partenaires que l'on ne connaît pas. Et des questions d'équilibre économique, des modèles économiques qui ne sont pas du tout les nôtres. Et comment aujourd'hui, dans une maquette bilancielle, on peut créer la ligne de l'inconnu. Alors effectivement, VRD, on sait faire la ligne de l'aléa, sauf que créer de la vie, comme je disais tout à l'heure, créer du service pour dans 15, 20 ans, la modularité, l'évolutivité, ça aujourd'hui, on ne sait pas l'estimer, on ne sait pas le calculer. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on tend à faire très très en amont du partenariat. Alors classiquement, on le fait avec des promoteurs aujourd'hui, mais on tend dans notre réflexion à y intégrer tous les acteurs de la ville. Donc c'est autant la coproduction, la co-conception avec public-privé, comme on dit, mais c'est aussi la co-conception, co-construction avec les habitants. Avec les habitants de Marne. Alors, ce qui n'est pas toujours évident, parce qu'un habitant, par définition, l'acquéreur, il n'est pas là au moment de cette conception. Donc, comment discuter avec ces gens qui n'existent pas encore? Donc ça, c'est une première difficulté. C'est aussi toute la discussion de l'adaptabilité de l'environnement, de la modification de l'environnement pour les gens, par contre, qui habitent autour des opérations que l'on réalise, et comment on crée le lien entre les nouveaux arrivants et ceux qui existent déjà pour créer cette ville. Après, il y a nous, on s'est engagé effectivement dans une réflexion. Alors, on est peut-être moins avancé que chez FH Aménagement sur toute cette démarche de ville intelligente, ville durable, ville pérenne. On a pris un peu la réflexion, parce que ville intelligente, c'est des finalités tellement différentes qu'on a décidé de travailler sur des thématiques que l'on rencontre souvent dans nos opérations pour pouvoir répondre aux collectivités. Alors des thématiques très diverses, agriculture urbaine, mobilité, accessibilité, parking intelligent, tout ce qui est énergie et habitat. Voilà, donc il y a plein de sujets, il y a vraiment beaucoup de sujets et c'est définir les partenaires qui peuvent participer à cette construction. Alors on voit aussi que les outils dans cette coproduction passent de plus en plus par des appels à projets, par des amis, par voilà. Donc c'est aujourd'hui, alors sans être de tomber dans l'effet de mode, est-ce peut-être le nouveau modèle, en tout cas un des nouveaux modèles qui nous permettra de mettre autour de la table un certain nombre de partenaires que l'on identifie encore pas tout de suite, parce qu'aujourd'hui je pense qu'on a souvent le foncier, on a les objectifs, mais on n'a pas forcément le programme. Et donc, on a tendance à attendre de ce brainstorming, j'ai envie de dire, pour construire ensemble la ville.
Un des reproches qui avait été fait à Réinventer Paris, c'était l'idée que finalement la ville de Paris avait laissé une feuille un peu trop blanche aux opérateurs en fait. On avait dit bah oui bah c'est très bien mais finalement ils mettent un foncier à disposition pour faire un projet mais ils disent rien du projet. Vous en tant qu'aménageur justement pour des consultations que vous lancez ou que vous lanceriez, à votre avis, qu'est-ce qui doit être au moins inscrit par l'aménageur et ou la collectivité sur cette feuille qui est ensuite l'objet de l'appel à manifestation d'intérêt? Aujourd'hui, on réfléchit à effectivement lancer un certain nombre d'appels à projets. Demain, il est possible qu'on ait un des sites d'une gare emblématique qui fera l'objet des prochaines consultations Hub Grand Paris sur notre territoire. Et après, je pense que les appels à projets, si on ne définit pas de manière très fine le programme, en tout cas, il faut qu'on en fixe les objectifs. Parce que l'idée, c'est pas d'avoir une réponse adaptée à l'échelle d'un îlot, ne serait-ce que par exemple sur les questions énergétiques ou autres, mais plutôt avoir des réponses qui aient après un raisonnement à l'échelle du territoire. Ça, c'est vraiment une question, en tout cas, un objectif qui nous a été posé, parce qu'on se retrouve après à faire l'idée très innovante, très originale, mais qui va juste être réalisée à l'échelle de 100, 200, 300 logements, donc qui ne bénéficiera qu'à une population très limitée. L'objectif, c'est quand même de rechercher des actions durables, mais qui soient pour tous, au niveau, en tout cas, de l'échelle de la ville et voire plus du territoire. L'exemple de l'agriculture urbaine, c'est vrai que nous, on l'a abordé à travers des opérations dont on est aménageur, mais la retombée, c'était aussi de créer une chaîne de valeur à l'échelle d'un territoire, d'un EPT. Voilà, donc on a l'opportunité, nous, d'être un facilitateur à travers nos opérations, mais on s'inscrit, en tout cas, dans un modèle beaucoup plus global. Merci. Nicolas Gravy, même question. Comment vous travaillez avec ces nouveaux acteurs de la fabrique urbaine et quelle est l'échelle pertinente d'intervention d'un opérateur privé pour permettre la réalisation des promesses de la mutualisation? Comment nous travaillons avec tous ces acteurs? Nous testons. Voilà, nous travaillons avec effectivement des sociétés comme les vôtres sur toute une série de domaines. On essaye de les intégrer dans nos projets, essayer de voir quels sont les modèles économiques, est-ce que ça marche, que ça ne marche pas. Et puis, à un moment donné, il faut qu'on prenne le pari. Je veux dire, effectivement, vous disiez, effectivement, on n'arrive pas à imaginer dans le temps de la construction, le temps de l'aménagement est très très long. Quel sera votre modèle économique dans 5 ans? Nous, le petit travail qu'on a fait sur notre modèle phosphore, il a démarré il y a 9 ans. Bon, on le met à jour de temps en temps, mais on voit l'évolution depuis 9 ans de ce modèle-là. Ça change tous les ans, ça change tout le temps. Donc c'est très compliqué, effectivement, d'imaginer le modèle économique. Donc il faut prendre des paris. Il faut y aller, c'est ce qu'on a voulu faire à Marseille et se dire, effectivement, peut-être que dans 3 ans, lorsqu'on livrera le bâtiment, il faudra peut-être qu'on refasse des adaptations, qu'on revoie notre modèle, s'il le faut. Mais c'est un pari économique. Je dirais c'est le même type, peut-être à des échelles financières moins importantes, de pari que ceux qu'on prend lorsqu'on fait de l'immobilier d'entreprise, lorsqu'on fait des immeubles de bureaux. Aujourd'hui, on se lance pour construire un immeuble de bureau dans un quartier ou sur un terrain X ou Y. On n'a pas forcément, on est 3 ans à l'avance, on n'a pas forcément le locataire, on ne sait pas forcément à quel prix il va nous louer. Est-ce qu'on lance sans avoir d'investisseur? Est-ce qu'on lance l'immeuble de bureau sans avoir de locataire? C'est des vrais paris. Mais ça, je dirais, c'est notre mode à nous, opérateurs, de prendre ces paris-là et de prendre nos risques. Donc ça c'est un vrai sujet. Mais de toute façon, sur toutes les opérations, maintenant, on est confronté à cette demande d'évaluation des usages et d'imaginer des solutions. Donc ça, on y travaille. Après, quelle est l'échelle pertinente des opérations? Donc, je rejoins ce qu'on s'est dit sur la coproduction publique-privée, parce qu'aujourd'hui c'est le grand terme à la mode, qui est utilisé partout et qui est complètement justifié. Pour moi, il n'y a pas d'échelle. Il n'y a pas d'échelle puisque tout dépend du territoire. Déjà, vous avez des territoires où il est absolument inimaginable d'imaginer des opérations très importantes. Et puis vous avez des territoires où on peut très bien imaginer des très grosses opérations d'aménagement. Donc il n'y a pas d'échelle. Et l'exemple, c'est, pour revenir à Marseille, ce que vous disiez, nous, notre lot à l'art, même si c'était précurseur, c'est 60 000 m². Immobilier sur le lot XXL qui est juste à côté, il va multiplier quasiment par 4 la surface.
Donc alors c'est un énorme risque, mais qu'il prend et il va venir dans la continuité de ce que nous avons fait, de ce que nous avons défriché. L'échelle est importante, cet exemple est important puisque le modèle que nous avons imaginé par exemple sur les problèmes énergétiques, l'idée c'est effectivement qu'on parte de notre îlot et que ça soit étendu à l'îlot d'à côté. Donc ils vont bénéficier effectivement d'idées, de recherche qu'on a fait en amont et tant mieux pour le projet. Donc il n'y a pas d'échelle. Aujourd'hui, nous, intervenants privés, on peut intervenir sur des opérations de renouvellement urbain de petite taille qui vont aller d'un terrain d'1 ou 2 hectares à des opérations du style Marseille ou Asnières ou avec la SEM 92, donc la SEM des Hauts-de-Seine, nous travaillons sur un macro-lot de 160 000 m² de bureaux et logements. 160 000 m², c'est un nouveau quartier. Voilà, donc pour moi, il n'y a pas d'échelle. Plus effectivement l'échelle est grande, plus ça sera facile d'intégrer les services, ce sera plus facile de mutualiser, c'est évident. Après, je veux revenir juste sur un point qui est le temps de l'aménagement. Au regard, effectivement, du temps de l'innovation. Le temps de l'aménagement, il y a 5-6 ans en arrière, voire un peu plus, on mettait 2 ans pour sortir une opération d'aménagement traditionnelle. Aujourd'hui, je pense qu'on peut multiplier le temps par 2. Après, vous avez le temps de la construction. Donc, on arrive à la livraison des premiers lots 6 ou 7 ans après le début, la décision de lancer la création d'un nouveau quartier. En 6 ans, les technologies, ce que vous disiez, ont évolué. Comment est-ce qu'on fait évoluer ce sujet-là? Donc, on a une vraie problématique de ce côté-là, c'est adapter le temps et jouer avec le temps. Et un deuxième sujet sur lequel je veux revenir, effectivement, il faut qu'on intègre toutes vos données, il faut qu'on intègre des modèles économiques. Mais par ailleurs, nous avons des élus, des collectivités qui nous disent aujourd'hui en France, on doit construire 500 000 logements par an. Comment est-ce qu'on peut en faire pour construire plus vite, moins cher, avec des normes qui changent tous les jours et intégrer des nouvelles innovations qui changent tous les modèles économiques. Donc c'est extrêmement complexe. Donc ce travail en amont, cette coproduction publique-privée, je pense qu'elle a tout son sens dans ce côté-là pour accélérer les rythmes et essayer de faire en sorte que toutes ces contraintes différentes puissent se marier et que ça puisse fonctionner. Mais aujourd'hui, c'est très compliqué et l'objectif des 500 000 logements par an, il va être très difficile à tenir. Alors on va reparler du temps de l'aménagement, mais juste avant, Caroline, en fait, vous avez redit effectivement une des tendances très importantes, c'est le fait qu'on passe de la propriété à l'usage, en fait. Alors le symbole qui est très connu en fait de l'économie de la fonctionnalité, vous savez, c'est l'idée que Michelin ne vend plus des pneus, mais des kilomètres parcourus. Si on réappliquait en fait cette mutation au logement, ça serait quoi le pneu et ça serait quoi les kilomètres parcourus? C'est-à-dire, est-ce que le pneu avant c'était des mètres carrés de surface de plancher? Et ça serait quoi les kilomètres parcourus dans le logement? C'est-à-dire, comment vous définiriez en fait ce que serait l'économie de la fonctionnalité appliquée au logement ou ce que serait un service de l'habitat? Effectivement, moi, je pense qu'on a tous conscience de ce qu'est le pneu dans ce cas-là. Donc c'est le mètre carré, enfin, ou un ensemble de mètres carrés qui peut servir à un usage. Et cet usage, comment on le package et comment on le distribue et quelle valeur il a pour les utilisateurs. Et il prend toujours la valeur d'un service. Si c'est à nouveau cet exemple bien connu de WeWork qui loue une capacité à travailler plutôt qu'un espace dans lequel il se trouve que vous pouvez travailler. Donc il loue le service travail avec, bon, il se trouve qu'il y a un espace, oui, mais dedans il y a un super bureau, il y a de la super connectivité. Il y a du café à gogo, il y a la bière à 18h, il y a une communauté de talents qui est valorisée et qui est autour de vous pour vous aider à bien travailler. Donc en fait, c'est toute cette surcouche de valorisation par le service qui est commercialisée aujourd'hui par un certain nombre de ces nouveaux acteurs. Et à nouveau, l'unité, enfin moi je trouve que ce qui est vraiment marquant, c'est qu'on cherche beaucoup plus l'expérience. Les utilisateurs, ils se disent, nous en ce moment on travaille sur des nouveaux modèles de logement en se disant comment on repense des espaces de logement communautaires en se disant que chacun a peut-être moins besoin d'un espace privé mais avec des espaces partagés qui fournissent du service
plus large, et puis se dire qu'on peut passer plus rapidement d'un espace à l'autre, et peut-être que la nouvelle expérience de vivre dans Paris, c'est de ne pas trouver son quartier pour la vie, mais c'est chaque année changer de quartier parce qu'on a un modèle d'accès beaucoup plus simple et qu'on vit une expérience nouvelle de la vie parisienne. Le nouveau pneu ou le kilomètre parcouru, c'est la qualité de vie vécue, que ce soit pour le travail, le logement, l'expérience avec les autres dans des espaces partagés, que ce soit des espaces associatifs, un club de sport, etc. Mais dans ce rôle-là, moi je mettrais une petite vigilance, c'est-à-dire que si on observe bien, l'ensemble des services, quasi l'ensemble des services numériques qui gravitent autour de cette chaîne de valeur, au final font un peu la promotion d'un certain individualisme, au sens où finalement vous avez dans ces nouveaux services à la demande, je peux construire ma vie comme je veux en prenant des briques dans tous les services que je veux. Finalement, c'est chacun choisit de construire son propre parcours de vie sur la base de toutes les capacités, les ressources qui sont fournies dans la ville. Et finalement, on peut avoir des voisins qui vivent pas du tout la même ville. Et là, je dirais que les collectivités doivent garder ce rôle de garant du bien vivre ensemble et de gommer un peu les dangers de cette hyper personnalisation qui est permise par le numérique, qui peut-être va trop individualiser les usages en se disant que je commande mon Uber plutôt que de prendre un service partagé qui est le métro. Je prends mon petit bureau sur WeWork tout seul parce que je suis freelance et que finalement je ne partage plus rien avec une certaine collectivité, et que l'aménagement des territoires reste l'action qui permet de garantir certains espaces de bien vivre ensemble et de construire des structures pour plusieurs personnes. Merci. Oui, je voulais peut-être rebondir. Effectivement, se pose quand même la question de l'évolution aujourd'hui du travail. On voit bien que demain, les générations, on peut se poser la question du contrat classique, voilà, et on serait peut-être plus sur de la prestation de services. On travaillerait 6 mois et on irait se promener 2 mois et on reviendrait. Et voilà, cette contractualisation serait au projet pour répondre à des besoins. Et du coup, on peut de la même manière se poser la question sur acheter une maison, acheter un appartement, étant donné qu'on aura plutôt son sac à dos et on ira effectivement, on se déplacera comme ça. Et alors que nous, aujourd'hui, on est dans la recherche du parcours résidentiel, l'évolutivité de l'habitat, plus à stabiliser des populations dans des quartiers pour pas, quand la famille grandit, on aille en 4e ou 5e couronne pour avoir son pavillon pour ses enfants. Donc, on voit déjà que là, on est sur 2 modèles complètement différents, alors même on devra répondre à la génération de nos enfants aujourd'hui, et donc ce qu'on produit là ne correspondra peut-être déjà pas. Voilà. Donc ça, c'est quand même pour nous une vraie question sur cette adaptation, en tout cas aux usages. Alors peut-être dernier tour de piste en fait avec une question. Vous avez tous les deux dit, Astrid et Nicolas, que forcément l'aménageur et le promoteur, ils disparaissaient une fois que le quartier ou le bâtiment était livré. Est-ce que vous, aménageurs, vous avez l'intention de vous positionner sur l'exploitation du quartier? Et même question pour vous, Eiffage. C'est effectivement des réflexions que l'on mène aujourd'hui quand on travaille sur un certain nombre de thématiques. Alors, je sais qu'il y a la question des parkings, il y a la question de l'énergie. Voilà. Donc, aujourd'hui, on a engagé en interne cette démarche. À voir aujourd'hui, elle n'est pas encore stabilisée, mais c'est une vraie question que l'on se pose. En tout cas, se donner la capacité de coproduire pour répondre à la question de la gestion du temps.
parce que ça, je rejoins complètement cette notion. Comme je vous le disais, on est sur des opérations 15-20 ans, voire plus dans certains cas, et des programmes qui sont régulièrement revus. Et donc, la vraie question des élus aujourd'hui, mais pourquoi ça va aussi lentement? Donc, comment adapter aussi, nous, nos modèles de fabrique et peut-être faire évoluer les SEM pour pouvoir répondre de manière beaucoup plus rapide à de la coproduction publique-privée éventuellement. La même question sur est-ce que vous pensez demain vous positionner sur l'exploitation des logements? Non, a priori, c'est pas notre rôle, c'est pas notre but. Par contre, on se doit, dans le cadre de la création de ces nouveaux quartiers, de ces nouveaux bâtiments, sur les promesses que l'on a faites de mutualisation, de conciergerie, etc., d'essayer de faire en sorte que ces services fonctionnent une fois effectivement qu'on a quitté le quartier ou livré l'immeuble. Et donc, effectivement, avec des partenaires spécialistes, gestionnaires, c'est de trouver des modèles contractuels pour que ça puisse se poursuivre dans le temps. Mais ça, je dirais, ce sont les services, effectivement, à l'intérieur des immeubles. Pour la question des quartiers proprement dites et des espaces publics, il y a quand même un acteur incontournable qui est la collectivité, qui est le maire. Et moi, j'ai jamais vu un maire qui ne voulait pas récupérer les espaces publics et qui ne voulait pas les gérer lui-même. C'est trop sensible politiquement. Donc ça, je pense, alors c'est peut-être un modèle qui évoluera, mais aujourd'hui, je ne le vois pas. Voilà. Par contre, s'assurer sur les espaces privés, sur tous les services qui sont proposés, qu'il y ait une continuité au moins les premières années, avec des engagements juridiques, des partenaires qui nous suivent, oui, ça c'est des choses qui se mettent en place. Et Caroline, qu'est-ce que vous dites à vos clients acteurs traditionnels par rapport à ce positionnement justement sur le fonctionnement de l'immeuble ou du quartier? Nous, on recommande souvent à nos clients qui sont plutôt du côté promoteur de justement aller s'intégrer dans l'après, dans la vie, dans les opérations du bâtiment, du quartier. Parce que ce qu'on leur recommande, c'est justement de se placer en agrégateur de tous ces nouveaux services. Pas forcément de les construire eux-mêmes, il y a plein de nouveaux métiers qui apparaissent ailleurs, on n'a pas besoin forcément de tout construire soi-même, c'est souvent un mauvais réflexe d'ingénieur, souvent. Je sais, c'est fait exprès. Donc on leur recommande de savoir agréger tout un tas de services qui peuvent arriver de reprendre la main finalement sur la distribution de ces services jusqu'aux utilisateurs. Mais ça veut dire qu'il faut être là après et il faut savoir, ça veut dire aussi qu'il faut être en capacité de maintenir ces services, de maintenir la qualité de service, de continuer à comprendre s'ils servent bien les usages détectés à un moment donné des utilisateurs. Les usages changent, la qualité des services aussi. Donc ça veut dire que oui, il faut se mettre en capacité d'être là après et de souvent construire une organisation avec des nouvelles entités. Il y a quand même un nouveau métier qui est celui de designer de service. Dans ces métiers-là, on a l'habitude de parler des designers comme des architectes ou designers de mobilier. Il y a des designers de services qui sont des gens qui sont spécialistes dans justement la conception de ces nouveaux services et leur maintien. Et puis des directions dédiées à la relation utilisateur-client qui doit se faire dans le long terme et pas seulement la vente et bye bye. Très bien, merci. Ce que je vous propose maintenant, c'est d'ouvrir un temps de questions-réponses de 10 minutes, voilà, puisque je pense que ça devrait susciter pas mal de...